Bon, alors j'ai essayé de répondre à la question posée en considérant les fonds thématiques spécifiques. Et la question c'était est-ce que l'investissement en biotech et en biopharma est-il mort ou malade ou... La réponse, je l'ai donnée dans le titre. On ne va pas faire de suspense inutile. Je pense que ça dépend. Et voilà, je vais essayer d'y répondre en m'appuyant sur trois constats sur le secteur. Et je vais aller assez vite parce qu'on m'a demandé d'être rapide. Avant de commencer, quand même, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, quand on parle de molécules thérapeutiques, pour moi, il y a les petites molécules et les biologiques, et puis il y a les génériques, les biosimilaires, etc., etc., par opposition à thérapie cellulaire, medical device, etc. Biotech, pour moi, c'est les jeunes entreprises innovantes qui investissent dans le secteur des sciences du vivant, donc ça ne se limite pas aux médicaments et à la santé. Parmi les biotech, il y a des startups qui investissent dans la santé, et notamment qui ont vocation à intégrer l'industrie pharmaceutique, soit en devenant indépendants, soit en s'intégrant à un gros groupe. Et là, on parle de biopharma. Et puis enfin, fonds thématiques spécifiques. On parle de fonds sectoriels. Des fois, les fonds sectoriels, ça se limite à une aire thérapeutique. Mais on peut élargir l'idée en disant, voilà, on fait des fonds un peu spécifiques en parlant de la position dans la chaîne du financement de l'innovation, par exemple amorçage, venture late stage, etc., etc. Alors, le premier constat, ça concerne un peu l'environnement du capital amorçage et du capital risque. Il y a 3 points. Tout d'abord, c'est vrai que l'environnement est un peu morose en termes de performance et en termes de difficulté à lever des fonds. On est particulièrement en biotech, on sent que l'environnement n'est pas forcément porteur. On a un ministre des PME, de l'innovation et du numérique. On n'a pas de ministre des PME, de l'innovation et des biotech. Voilà, donc un environnement un peu difficile. On a aussi une évolution de ce qu'on appelle les limited partners, c'est-à-dire les gens qui mettent l'argent dans les fonds, qui poussent beaucoup à soutenir des fonds spécialisés. Ça a une raison, ça se comprend. D'abord, en faisant ça, on peut se dire qu'on va prendre dans les sociétés de gestion qui gèrent les fonds leurs meilleures compétences. Et donc, on va les pousser à aller agir là où ils savent agir et là où ils ont eu du track record, c'est-à-dire des résultats financiers. Et puis, en tant qu'investisseur, ça permet d'équilibrer un peu, ou au moins de montrer à ses propres investisseurs qu'on équilibre un peu le risque en prenant un peu de maladies rares, un peu de maladies infectieuses, un peu de technologies d'information, etc. Puis il y a un troisième élément de cet environnement, c'est l'intervention du secteur public, surtout en France. On sait que le domaine public peut intervenir sur des domaines jugés stratégiques et où le marché ne fonctionne pas ou est considéré comme ne fonctionnant pas. Et le secteur public a énormément investi ces dernières années en France, soit en donnant des avantages fiscaux pour les gens qui investissent dans les fonds, en aidant les JEI, donc les jeunes entreprises innovantes, soit en étant eux-mêmes fonds de fonds, c'est-à-dire que la BPI et autrefois la Caisse des dépôts, c'est quand même un acteur important sur la place française en termes de fonds de fonds. Et enfin, dernière initiative, les investissements d'avenir avec ce Fonds national d'amorçage qui est doté au départ de 400 millions, puis ensuite 600 millions pour soutenir les fonds d'amorçage dans les différents secteurs stratégiques. À titre d'exemple, je peux vous donner un fonds qui est apparu justement dans le cadre du Fonds national d'amorçage, c'est Aurega 4 Biocide. Donc c'est notre 4e fonds levé au sein de Aurega. Et on a affaire effectivement à un fonds thématique spécialisé, qui est un fonds donc d'amorçage et qui est dédié au financement des entreprises qui sont issues de l'infectiologie et la microbiologie. Bon, c'est un fonds de 12 à 15 ans, donc un peu plus long que d'habitude. La gestion sera Aurega Partners et c'est une taille, on est à 40 millions d'euros, ce qui est suffisant pour faire ce qu'on a envie de faire à ce stade. Avec, comme il y a une intervention importante des pouvoirs publics, une focalisation sur la France, avec l'essentiel des projets devant être basés en France. Alors ce fonds, pour aller un peu plus loin, il a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est donc cette spécialisation. L'idée, c'est de dire qu'on bénéficie en France d'une expertise qui est reconnue dans le monde entier, dans les secteurs des maladies infectieuses et dans la recherche en microbiologie, donc sur les micro-organismes. Et il faut utiliser cette expertise pour développer des projets. On développe une expertise, un savoir-faire, des compétences, et ces compétences sont applicables à de nombreux secteurs, pas uniquement les maladies infectieuses. Le secteur des maladies infectieuses est lui-même un secteur très dynamique en ce moment, mais
Il y a d'autres applications, par exemple dans le cancer, dans les maladies métaboliques, dans les maladies auto-immunes, etc. On a de nombreuses applications je dirais, industrielles de cette compétence. Et l'idée du fonds, c'est justement de partir de cette expertise qui est reconnue et de s'appuyer dessus, parce qu'en amorçage, on est quand même au début des projets, on a besoin de l'expertise scientifique pour porter des projets qui vont agir dans n'importe quel type de secteur. Autre élément, évidemment, on n'est pas limité au secteur thérapeutique et prophylactique. On fait des équipements, on va faire du diagnostic, etc. etc. Deuxième particularité, c'est sur je dirais, le spectre d'action du fonds. On a, sur deux plans, essayé d'innover. La première chose, c'est de dire qu'il fallait redéfinir un peu l'amorçage. Donc pour nous, l'amorçage, évidemment, démarre à la création de l'entreprise, à un certain point de développement qu'on a défini assez clairement. Mais surtout, il va jusqu'à la preuve industrielle, c'est-à-dire à un état où, certes, le développement industriel n'est pas terminé, mais un industriel, de façon rationnelle, pourra évaluer le risque à suivre parce qu'il connaît son secteur et le projet s'est développé dans ce secteur. Donc il sera en mesure, objectivement, de dire que le projet a du potentiel ou pas. Et on sortira de l'aspect subjectif de certaines interventions. Pour donner un exemple, quand on parle d'un médicament, on est en phase 1, 2A positive, résultat obtenu. C'est à ce stade que l'industrie pharmaceutique peut prendre le produit ou le développement, le projet, et l'intégrer dans ses équipes de développement et non plus de recherche. Un autre point, c'est les sociétés qu'on va soutenir. Dans le secteur du vivant, il n'y a évidemment pas que des startups de type traditionnel, c'est-à-dire très capitalistique, nécessitant beaucoup d'argent avant de développer, peut-être jamais, ne générant jamais de chiffre d'affaires. Il y a aussi d'autres sociétés, deux autres au moins, des sociétés qu'on peut qualifier de commerciales, qui vont à la création avoir pour objectif de faire du chiffre d'affaires et donc de cibler la rentabilité à court terme. Et puis il y a des sociétés qu'on voit aussi émerger souvent comme des sociétés au départ étant des startups et puis qu'on ne veut pas financer. Souvent des sociétés projets, c'est-à-dire il y a un projet technologique qui a beaucoup d'intérêt, mais qui en soi ne justifie pas de créer une start-up et donc de construire une équipe managériale autour, etc. etc. Donc ces sociétés-là, sociétés projets, ont pour vocation à avoir finalement une propriété intellectuelle, un chef de projet, et derrière se développer de façon quasi virtuelle en externalisant un maximum de fonds d'intervention. Voilà, j'en ai fini avec Auriga 4 Biocide. Les quatre, il y a d'autres éléments caractéristiques. Je vous ai parlé des projets financés. On va équilibrer l'investissement sur les différents types de projets d'entreprises qu'on peut rencontrer. On va avoir une aire d'intervention qui, en amont, est spécialisée, pas en aval, ce qui permet d'avoir des synergies. Les experts qu'on va rencontrer, on va pouvoir les re-rencontrer, discuter avec eux, créer une sorte de communauté de gens qu'on va voir, qu'on aura l'habitude de voir, etc., en amont des projets. On va avoir pour objectif de soutenir les entreprises jusqu'à la preuve industrielle. Ça veut dire beaucoup plus loin que d'habitude. Donc avec un fonds de 40 millions, un peu plus de 40 millions d'euros, on ne fera pas plus que 15 investissements. Et en plus, on n'investira pas seul, donc généralement en syndication. Ce qui peut avoir un intérêt pour l'écosystème, puisque sur des projets de type de ceux qu'on va soutenir, qui sont parfois spécialisés, on va attirer d'autres investisseurs qui ont l'habitude de travailler avec nous pour créer des syndications et soutenir les entreprises comme on veut, et donc finalement enrichir l'écosystème de nouveaux acteurs. Enfin, et là encore on intervient sur l'écosystème, on s'associe à des acteurs. Alors l'idée était très simple au départ, c'est de dire que nous, on est des financiers, donc on apporte une seule compétence de ce qui est nécessaire pour développer un projet. On parle de projet, dans un projet, on parle de nécessité de besoins, on va dire, financiers, de besoins technologiques, de besoins humains. Nous, on n'apporte que la dimension financière. Et donc, il fallait s'associer à des gens qui apportaient le reste et à la limite créer, toujours dans cette notion d'écosystème, créer un environnement qui allait être favorable au projet. Alors, dans le secteur de la microbiologie et l'infectiologie, il y a justement des acteurs qui sont assez reconnus au niveau international. Au niveau scientifique, l'Institut Pasteur est un nom reconnu partout dans le monde. Donc il était naturel de s'associer à eux au niveau de la compétence scientifique au moins et technologique. Et BioAster, qui est l'IRT, l'Institut de recherche technologique, financé par les investissements d'avenir et des fonds privés, qui a pour vocation à créer un écosystème sur le site de Gerland à Lyon, et en partie au niveau de l'Institut Pasteur, qui là apporte une dimension supplémentaire qui est la dimension industrielle, puisque des gens comme Sanofi Pasteur, l'Institut Mérieux,
Danone, qui sont des industriels reconnus dans le secteur, interviennent de façon très active dans cette IRT. Donc le bilan d'un fonds comme Auriga Biocide, qui est un exemple de fonds thématique spécialisé, il peut être considéré comme potentiellement très intéressant et positif pour l'écosystème. Pour déjà le capital amorçage ou la notion d'investissement, parce qu'en favorisant les synergies, en attirant, comme je l'ai dit, des fonds venant d'autres horizons, on va probablement générer quelque chose qui peut être intéressant au niveau de l'activité elle-même. Avec notre notion d'amorçage un peu différente, notre volonté d'équilibrer un peu sur des projets plus ou moins à risque, on pourrait même arriver à une performance financière de l'amorçage, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, sur le transfert technologique lui-même, et c'est le deuxième pan, en favorisant des échanges comme on va avoir avec l'Institut Pasteur, avec l'IRT et avec toute la communauté, parce que ça ne va pas se limiter à ces deux instituts, on peut essayer de participer à cette chose qu'on ne sait pas très bien faire en France, à savoir avoir des bons projets scientifiques ou technologiques et les transformer au moins au début en projets industriels qui sont soutenables. Et enfin, au niveau industriel, le fait d'agir sur des PME de différents horizons, à savoir des sociétés qui génèrent du chiffre d'affaires, des projets, etc. On peut être un élément participant à la reconstitution d'un réseau de PME spécialisé, comme il n'en existe pas assez en France, ou alors de renforcer le tissu industriel préexistant qui existe en France, sur les maladies infectieuses notamment, avec Sanofi Pasteur ou l'Institut Mérieux ou encore Danone. Enfin, dernière chose, c'est qu'un fonds spécifique de ce type-là, c'est aussi une loupe pour les gens qui ont besoin de suivre un peu ce qui se passe. Donc typiquement, je pense qu'on sera suivi, les réussites ou les échecs vont être analysés et ça permettra aussi au secteur d'évoluer. Donc une vision plutôt positive d'un fonds thématique spécifique. Bon, après, évidemment, il fallait que je modère mon enthousiasme. Et donc je prends un deuxième constat. Et là, c'est plus général. On considère en général que les entreprises biotechnologiques suivent ce parcours, comme toutes les entreprises, les startups en fait. On commence par creuser la valeur, on a une phase un peu d'ombre, et puis après, si on réussit, on finit par être beaucoup plus positif et beaucoup plus attractif en termes de valeur. Sur le chemin, il y a un certain nombre d'événements qui peuvent arriver, l'acquisition, sinon l'introduction en bourse, on peut arriver à la rentabilité, ou en tout cas, on peut acquérir au bout d'un certain temps une certaine indépendance, c'est-à-dire la capacité à couvrir les dépenses qu'on aura en termes de développement avec nos résultats. Si on considère maintenant le soutien financier le long de ce développement, traditionnellement, si on se limite au private equity, donc à l'investissement en capital, on a 3 secteurs qui interagissaient traditionnellement entre eux. L'amorçage, qui intervenait parfois même avant, en termes financiers et concrets, avant la création même de l'entreprise. On parlait plutôt de maturation, mais certains fonds le faisaient. On avait le capital risque qui parfois participait, et très souvent participait à l'origine, à la création des projets, et puis aller jusqu'à l'acquisition ou l'introduction en bourse, où ils trouvaient sur les marchés des liquidités suffisantes pour revendre leur part. Et puis il y avait d'autres acteurs en private equity qui étaient capables de prendre parfois le relais, voire d'intervenir sur des structures privées qui étaient devenues importantes, etc. L'observation, c'est que finalement, les temps de développement en biotech sont allongés, ce qui fait que les acteurs en capital se retrouvaient impliqués dans des projets qui prenaient plus de temps à se développer. Donc le temps détériorait la performance financière. En plus, comme ça prenait du temps, il fallait remettre de l'argent et donc l'exposition au risque était encore supérieure. On est arrivé plutôt à une situation qui ressemble à celle-ci. C'est que le capital risque est resté collé à l'endroit où on a la liquidité potentielle et la sortie potentielle. Et donc, est parti de l'aspect amont à tel point qu'il n'y a plus de corrélation entre l'amorçage qui était en amont et le démarrage du capital risque. Donc, on a ce qu'on appelle un equity gap, où il n'y a pas de relais. Et donc, il y a des entreprises qui sont au milieu, là, qui n'avaient pas assez de financement d'amorçage pour aller plus loin et qui se retrouvent dans une situation où il n'y a pas de relais possible par le capital risque et plus de relais possible par l'amorçage, parce que ce n'est plus la zone d'intervention de l'amorçage. Et puis, en aval, on s'est aperçu aussi que finalement, des choses comme l'introduction en bourse ne permettaient plus au capital risque non plus d'assurer une liquidité, parce qu'il n'y avait pas de relais d'institutionnel. Et probablement qu'il y a un désert qui s'est créé à ce niveau-là, puisqu'on n'a pas... C'est très difficile d'assurer un relais derrière pour permettre à des entreprises d'atteindre un développement suffisant. Et on a beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui sont cotées en bourse en ce moment et qui n'arrivent pas à atteindre un niveau suffisamment important. Et donc on n'a pas de création de leader industriel en France venant de la biotech, alors qu'on a un certain nombre d'acteurs qui ont réussi à se positionner et de se développer. Intervient
les pouvoirs publics, interviennent les pouvoirs publics, et on se retrouve dans une situation où on essaie de recoller un peu, de reconstituer cette chaîne. C'est très important, c'est fondamental, parce que quel que soit le secteur, on va de toute façon, tant qu'on sera dans cette situation, on ne pourra pas avancer. Avec donc sur l'amorçage, une approche de type Auriga-Biocide, où on va aller beaucoup plus loin, jusqu'à retrouver, je parlais de preuve industrielle, mais c'est clair qu'au moment où on est en phase 1-2A réussie, positive, on va intéresser le capital risque qui peut prendre le relais, c'est une alternative à l'industrie. Et récemment, création d'un fonds capital risque late stage par la BPI, qui est probablement l'annonce d'un nouveau secteur peut-être de financement, où on parlait souvent de capital développement technologique. C'est-à-dire des gens qui sont en aval, on parle de capital développement, mais qui sont capables de comprendre les technologies un peu sophistiquées des biopharma et qui vont pouvoir intervenir, espérons-le, à ce stade-là, avec des belles opérations à faire, puisque on intervient en général à un stade phase 3, une phase 3 réussie, ça peut être une belle création de valeur. Si on prend maintenant ce contexte et on reprend les fonds spécifiques, thématiques spécifiques, on se rend compte que finalement, dans cet environnement, un fonds thématique spécifique, ça va être, je dirais, une portion congrue de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va créer une dynamique éventuellement dans le transfert technologique, microbiologie, infectiologie, par exemple pour biocide. Mais il est clair que, est-ce que c'est ça qui va provoquer et réactiver l'ensemble? J'aurais tendance à dire peut-être, peut-être pas. J'aurais presque même tendance à dire que c'est un effet qui va participer au tout, mais qui ne sera pas l'effet réel. C'est pour ça que je parlais de placebo. Puis si on va encore plus loin, on pourrait se dire, puisqu'on parlait de molécules thérapeutiques, pourquoi ne pas créer un fonds spécifique purement molécules thérapeutiques? Donc un fonds qui va faire que des investissements dans le développement de nouvelles molécules thérapeutiques. Et se mettre entièrement là-dessus. Et là, j'arrive à un troisième constat. Alors je ne vais pas détailler tout ça, mais on est quand même dans une perspective qui est l'industrie pharmaceutique, où il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits, avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de réussite, beaucoup de succès. Ça a été associé à l'essor de la biologie moléculaire pour comprendre le vivant, etc., etc. Mais on se rend compte que sur les maladies complexes, sur les maladies chroniques, ou sur les maladies évolutives comme les maladies infectieuses, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est le concept de base qui ne va pas, ou est-ce qu'on n'a pas encore trouvé les perles ou la perle qui manquait? J'aurais tendance à dire qu'on a trouvé tout ce qu'on pouvait trouver. On va certainement avoir quelques pépites encore qui seront trouvables, mais il faut peut-être changer de paradigme et essayer de voir un peu des choses nouvelles. Et c'est pour ça qu'on voit des choses qui apparaissent, à mon avis, hein, c'est encore un avis très personnel, des choses qui sont un peu nouvelles, thérapie cellulaire. Bah là, on revient au concept du vivant quand même. Il ne faut pas oublier que la cellule, c'est l'unité élémentaire du vivant, il n'y a pas plus petit. Une molécule n'est pas un élément vivant, donc adresser le vivant à quelque chose qui est immuable et non évolutif, on va avoir des problèmes dans tout ce qui est évolutif, chronique, etc. On a vu revenir des compositions avec des gens qui s'apercevaient qu'avec des choses un peu compliquées, non vraiment définies au niveau chimique industriel, c'est-à-dire c'est très pur la chimie industrielle. Là, on a des choses un peu compliquées, un peu sales entre guillemets, mais qui fonctionnent très bien là où les molécules ne fonctionnent pas. On a différentes approches, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a la médecine personnalisée avec les tests compagnons, il y a l'imagerie médicale qui permet de suivre des patients beaucoup mieux, il y a la e-santé qui apparaît, ce n'est pas un effet de style ou un effet de mode, j'aurais tendance à dire que c'est parce que ça permet d'assurer l'observance des traitements sur des traitements chroniques notamment. Donc il y a un ensemble de choses qui font qu'on sent bien que si on se limite à la molécule thérapeutique, on va rater des choses. Et alors là, on revient à un fonds spécifique qui est une loupe, et donc on va faire la loupe sur quelque chose qui risque de ne pas fonctionner. Donc j'aurais tendance à dire attention. Et puis je vais, pour finir, reprendre quelque chose qui a été dit la semaine dernière par quelqu'un d'un fonds de family office qui prenait comme analogie le shopping. Il disait c'est la bonne période, donc on va parler shopping. On arrive dans une rue commerçante, on a toutes les sociétés de gestion, capital risque, amorçage, etc., qui sont au rez-de-chaussée avec des enseignes qui ont une offre assez générale. On fait le shopping, on va voir les gens qui sont accessibles. Et puis les fonds de family office, les corporates, les business angels sont plutôt au premier étage, vaguement un interphone, une petite étiquette, parce qu'eux, ils sont spécialisés. Ils n'ont pas envie spécialement d'être les premiers à être contactés, mais en tout cas, ils sont bien dans leur spécificité. Si on poussait maintenant l'image en disant il faut pousser toutes les sociétés de gestion à aller dans des fonds spécifiques personnalisés, à mon avis, ça serait un peu remonter tout le monde au premier étage avec des interphones et puis un désert au rez-de-chaussée. Donc à mon avis, il y aurait un risque, c'est d'avoir une sorte de constellation de petites choses spécialisées qui n'interagiraient pas forcément entre eux. Donc un risque. Donc mon bilan, je dirais les fonds spécifiques
peuvent être un élément de redynamisation du secteur, mais ils sont certainement qu'une partie, peut-être pas, l'expérience est en cours. Et dans certains cas, attention, danger, notamment le tout spécifique. Voilà. Merci Franck. Nous avons deux manières de travailler là peut-être. Est-ce qu'on fait les deux topos et on garde les questions, ou est-ce que vous voulez déjà sur une ou deux questions? Voilà, visiblement oui. Erwan Lauré, faculté de pharmacie. Donc, j'ai l'honneur de diriger la unité de recherche sur le VIH à Marseille. Vous nous avez cité l'Institut Pasteur, Lyon, les bons élèves. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez où a lieu le seul essai de phase 2 d'un vaccin thérapeutique contre le VIH dans le monde? J'en connais un. Oui. À Stockholm. Eh bien, monsieur, si vous regardez la base, à Stockholm. oui, eh bien, si vous regardez la base de données cleartrial.gov, vous saurez que le seul essai est à Marseille. Non mais alors qu'on soit clair, parce qu'effectivement, ça peut paraître un peu particulier de dire on s'associe qu'avec Pasteur et qu'avec BioAster. On ne s'associe pas qu'avec Pasteur et BioAster. Il n'y a aucune exclusivité. Et dans les cibles que nous on a, enfin notre temps est limité aussi, on a allé contacter l'IHU de Marseille, qu'on a évidemment identifié comme étant un endroit où il faut aller, en allant voir notamment d'autres gens. Il y a des gens qui ne sont pas à l'Institut Pasteur à Paris notamment. L'étude clinique dont je parle, c'est quelqu'un qui est à l'école de médecine, qui n'a pas trouvé de financement en France, qui s'est retrouvé à Stockholm à faire quelque chose sur justement le HIV. Donc je pense que l'idée n'est pas de dire on va faire qu'avec Pasteur et avec BioAster. Pas d'exclusivité. Par contre, c'est des centres dans lesquels on est sûr qu'on trouvera un écosystème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs.